Bonjour et bienvenue à tous. Donc vraiment ravi de vous accueillir pour cette conférence Teradata. Je suis Philippe Morin, en charge de l'offre architecture, data et data engineering chez OnePoint. Et vous le savez tous, hein, l'amélioration de l'utilisation, de l'usage, la valorisation des données est devenue un enjeu critique pour les entreprises. Et pour cela, il est devenu nécessaire de passer à l'échelle. Et c'est une des raisons du partenariat entre OnePoint et Teradata, où nous avons décidé de supporter leur nouvelle offre Vantage Cloud Lake, qui positionne Teradata à la fois comme un des leaders du marché sur ce segment et qui permet de moderniser, de transformer vos plateformes data en supportant particulièrement les modèles, Lakehouse et Data Fabric. Et donc voilà, je serai très court et avant de laisser la parole à Pierre et Denis, voilà, je voudrais simplement souligner 4 points clés qui, à mon sens, font l'intérêt de cette offre-là. Un premier argument, en fait, c'est que cette plateforme, Vantage Cloud Lake, va vous permettre de supporter tous les workloads, le BI, l'analytique, l'IA et l'opérationnel. Elle va vous permettre de stocker toutes vos données avec tous les formats, structurés, semi-structurés et non structurés, et donc ainsi de pouvoir passer à l'échelle et de défragmenter aussi vos silos de données, en offrant cette capacité de stocker toutes vos données. Le deuxième point, c'est que cette architecture est cloud native. Alors, Teradata est un petit peu moins identifié, et j'ai envie de dire l'éditeur qui n'est jamais parti revient, mais l'offre Vantage Cloud Lake, en fait, permet de supporter nativement les workloads sur le cloud, tout en capitalisant en fait sur la qualité du moteur qui avait fait la réputation de Teradata les 40 dernières années. Troisième argument, c'est que cette offre-là peut être hybride, dans un contexte où la sécurité des données et le passage sur le cloud n'est pas toujours évident pour les entreprises. Avec QueryGrid, le fait de pouvoir à la fois utiliser conjointement des données on-prem et des données cloud vous donne cette capacité en fait à sécuriser votre move to cloud et à conserver certains de vos cas d'usage, en particulier sur les données sensibles, sur des environnements on-prem, si vous le souhaitez. Et dernier argument qui n'est pas des moindres, parce qu'on entendait souvent, Teradata, c'est très cher. C'était vrai. Mais il se trouve qu'avec l'offre actuelle, Vantage Cloud Lake, on s'est rendu compte que cette offre-là était également devenue très compétitive et que ce passage à l'échelle pour des clients permettait également de maîtriser le TCO et de réduire les coûts. Donc c'est pour ça, et je m'en arrêterai là, mon dernier mot de la fin, j'ai eu la chance ces dernières années de diriger des grands projets de transformation data chez des clients, et en plus, voilà, sur à peu près l'ensemble des technologies du marché, les cloud providers et d'autres acteurs spécialisés. Et voilà, le message que je voulais vous dire, c'est que Teradata avec Vantage Cloud Lake méritait véritablement d'être considéré dans vos réflexions de modernisation ou de move to cloud. Merci à vous et je laisse la parole à Pierre. Merci Philippe. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à OnePoint de nous accueillir ici dans cette très belle, dans ce trop beau bâtiment et cette belle journée. Qui sommes-nous? Teradata. Nous sommes un éditeur de logiciels qui fournit depuis 40 ans une solution de gestion de données et d'analyse à certaines des plus grandes entreprises dans le monde. Nous avons comme clients les plus grandes entreprises dans le monde financier, dans le monde des transports, dans le monde de la manufacture, du télécom, plein d'autres domaines d'activité. Et qu'est-ce qui fait que depuis 40 ans, on délivre des solutions innovantes et qu'on aide ces clients à avoir eux-mêmes du succès? C'est notre capacité à traiter à l'échelle des grandes volumétries de données et surtout, l'essentiel c'est là que se trouve,
à leur permettre d'analyser et de donner de la valeur aux données pour aller plus loin dans leur métier quotidiennement. Et ces capacités, ces exigences de nos clients, elles sont reconnues par ces clients, par le marché, par les analystes, et notamment Gartner qui a encore publié il y a, au mois de janvier son étude sur les capacités critiques que doivent avoir les entreprises dans le domaine de data analytics, avec 3 catégories. Et on est premier sur 2 de ces catégories et tout proche du premier sur la 3e catégorie. Donc leader dans le pattern d'architecture Data Warehouse, dans le pattern d'architecture Logical Data Warehouse et très près du premier pour le pattern Data Lake. Et quand je parle d'exigence de nos clients, ce n'est pas seulement en termes de volumétrie de données, mais c'est surtout en tant que capacité à intégrer une très grande quantité de processus analytiques et d'apporter performance. Et quand je dis performance, ce n'est pas simplement le temps d'exécution, mais c'est aussi la performance financière. Philippe l'a évoqué un instant. Être capable de répondre à beaucoup de besoins pour un investissement très raisonnable. Donc quand on parle de l'échelle, c'est ça. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui et dans le contexte qui ont été évoqués dans les sessions précédentes de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne donnera que de bons résultats si les données sont disponibles, de bonne qualité et volumineuses et bien gérées. Bonjour, moi je suis Pierre Motion, je suis Solution Engineer chez Teradata. J'aide nos clients et les prospects avec lesquels on discute à bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et comment on peut le faire. Denis m'accompagne. Bonjour, moi c'est Denis Molin. Donc moi je suis principal data scientist chez Teradata pour la région internationale. Donc ça me permet de voir un peu un panorama de tout ce qui est déploiement de solutions d'intelligence artificielle dans différentes industries à travers le monde. Et donc de synthétiser un peu tous les challenges d'intelligence artificielle que je peux voir et toutes les alternatives, toutes les solutions qu'on peut apporter. Et donc j'interviendrai dans la deuxième partie pour parler de cet aspect-là par rapport à notre offre. Donc au-delà de la technologie que l'on délivre et que l'on va vous présenter en partie aujourd'hui, nous avons plus de 40 ans. Et dans ces 40 années, nous avons travaillé avec de nombreux clients, comme je vais vous le dire, dans le monde entier. Et on a pu engranger des connaissances, construire des connaissances, des outils, avec des sociétés comme OnePoint. Et nous apportons à nos clients, donc pas simplement cette technologie qui leur permet de réaliser ce qu'ils veulent réaliser avec la data et l'analytique, mais également une certaine expertise. Et ça c'est une de nos grandes forces. On découpe la problématique de la gestion de données et de l'analytique, on peut découper en plusieurs thématiques, en plusieurs groupes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, le nerf de la guerre pour avoir une intelligence artificielle, de l'analytique en général qui fonctionne, c'est bien s'organiser en termes de gestion de données. Et on parle notamment du concept de données harmonisées. On a des données un peu partout, générées par de plus en plus d'applications ou de machines. On doit être capable de contrôler ces données en termes de volume, mais en termes de qualité et en termes d'organisation. Alors, il y a des concepts qui sont de plus en plus populaires et communs, de data mesh, de data product, etc. Ce sont des concepts très intéressants pour optimiser la livraison de nouvelles données et d'analyse. Mais pour cela, il faut être capable de s'organiser et d'avoir les technologies qui peuvent délivrer ces concepts. Et nous pensons justement que nous sommes une des meilleures technologies pour pouvoir délivrer cela. Ensuite, une fois qu'on a construit ce socle de données, on doit être capable de l'optimiser au maximum, de rendre disponibles ces données au maximum d'usages et d'utilisateurs. Et essayer d'optimiser la manière dont on gère ces données, notamment pour l'analytique et l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que dans nos capacités, nous avons des utilités, des fonctions qui permettent d'optimiser la gestion de ces données, de ne pas déplacer automatiquement toutes les données tout le temps, mais de bénéficier de notre performance pour exécuter certaines parties des processus analytiques et de l'intelligence artificielle.
Donc aujourd'hui, comme l'a dit Philippe, nous sommes une solution qui hérite certes d'une histoire qui a été construite dans des mondes on-premise, mais nous l'avons portée, cette solution, dans le monde des clouds, avec nos partenaires cloud providers que sont Google, Azure et Amazon. Et nous avons bénéficié des services de ces cloud providers pour apporter des services qui permettent d'aller plus loin dans la gestion des données. Les données sont de plus en plus variées, de plus en plus volumineuses et de plus en plus stockées dans différents espaces de stockage. Donc notre solution permet d'accéder et d'analyser à n'importe quel type de données, où qu'elles soient. Les processus d'analyse de ces données se basent sur plusieurs types d'infrastructures et plusieurs types de processus analytiques, et notamment des processus de machine learning et d'intelligence artificielle. Nous hébergeons au sein de notre plateforme, là où on gère les données, où on y accède aux données, des capacités de calcul avancées qui permettent d'exécuter les processus analytiques où se trouvent les données et ne pas avoir automatiquement à perdre du temps, perdre de l'énergie et des moyens à exporter les données pour pouvoir les analyser. Et ces processus analytiques, on travaille évidemment à ce qu'ils soient le plus accessibles possible au maximum d'utilisateurs possibles, à travers des interfaces, des langages, des API accessibles au plus grand nombre. Nous avons commencé du monde du data warehouse, où on entreposait toutes les données à un même endroit et on les intégrait pour qu'elles représentent le métier de l'entreprise et on les rendait accessibles ainsi à tous. Et petit à petit, avec les plus grandes variétés de données, les plus grandes volumétries de données, des nouveaux usages, nous avons apporté des capacités qui nous permettent d'aller au-delà du data warehouse et aujourd'hui d'aller vers des partenaires d'architecture que sont le data lakehouse ou le data lake. Tout ça dans le cloud en apportant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des capacités que le cloud nous permet de fournir, comme l'élasticité, comme un stockage centralisé ou comme du self-service. Nous sommes nés dans un monde, comme je vous l'ai dit, on-premise, où les ressources étaient plutôt finies, quand on met en face d'un cloud où les ressources semblent infinies. Et donc, notre technologie a appris à être le plus efficace possible avec les ressources qui étaient à sa disposition. Donc, avec peu de ressources, on fait beaucoup. Donc, quand je vous parle d'élasticité, de mise à l'échelle, elle n'est déployée que lorsque vraiment cela est nécessaire. Et quand je parlais tout à l'heure d'efficacité, d'exigence en termes d'investissement et de coûts, c'est là notre différence. C'est avec peu de moyens, on délivre beaucoup de choses. Et tout ça, c'est un héritage de 40 années d'expertise dans le monde on-premise et maintenant dans le cloud. Notre technologie aujourd'hui cloud native s'appelle Vantage Cloud Lake. Elle apporte tout ce que demandent aujourd'hui les métiers, les départements informatiques, nos clients en général, en termes d'élasticité, de stockage centralisé, être capable d'analyser les données communes de l'entreprise, apporter du self-service. Les utilisateurs métiers doivent être capables d'interagir eux-mêmes avec les données, avec les processus analytiques et eux-mêmes de bénéficier de nouvelles ressources et de l'élasticité dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, de bénéficier de modèles économiques faciles à comprendre et faciles à utiliser, avec des modèles de consommation basés sur des unités. Plus je consomme des ressources, plus je consomme des unités et plus je suis facturé pour ces unités. Et puis un contrôle, une gouvernance des coûts d'utilisation de ces unités qui me permettent à tout moment de savoir où j'en suis, qui fait quoi et vers où je vais. Très important dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de la gestion de données, être capable de s'intégrer avec un maximum d'outils autour de cette plateforme de données analytiques et des outils notamment de nos partenaires que sont Google, Amazon ou Azure, qui vont donner une plus-value, notamment en termes d'interface ou en termes d'élaboration de modèles analytiques, on verra ça avec Denis tout à l'heure, pour s'intégrer dans un écosystème souvent complexe de données analytiques. Philippe l'a aussi mentionné tout à l'heure, un de nos différenciants, c'est notre capacité à déployer
nos solutions de manière hybride et de manière multi-cloud et de s'interconnecter avec d'autres solutions. Et pour cela, nous avons un produit qui est une query fabric ou une data fabric qui nous permettent d'interconnecter des systèmes qui sont déployés à différents endroits. Nous avons des clients qui ont notre solution pour des données sensibles encore on-premise, et puis pour des données moins sensibles ou des processus moins sensibles, ils ont notre même solution qui est la même dans le cloud, et ils arrivent à opérer de manière transparente pour les utilisateurs l'ensemble comme s'il n'y avait qu'une solution. Et ça, c'est réalisé notamment par ce logiciel, cette query fabric, qui permet de faire communiquer les différentes instances qui peuvent être on-prem, dans le cloud ou dans plusieurs clouds, de manière très intelligente les unes avec les autres. Et ce logiciel ne relie pas que notre technologie avec une autre de notre technologie, elle relie également notre technologie avec d'autres technologies partenaires qui sont listées ici. Et donc, le fait que notre technologie soit déployable à la fois on-premise, à la fois dans les clouds publics ou dans les clouds privés, et que nous ayons un logiciel pour interconnecter tout cela, fait que nous apportons à nos clients la capacité d'être réellement hybride et multi-cloud. Alors, en termes d'usage, je vous ai parlé du self-service, donc très important aujourd'hui de fournir des interfaces et des API qui permettent à nos utilisateurs d'opérer de la manière la plus simple possible et la manière la plus autonome possible nos logiciels. Vous avez un exemple avec cette petite vidéo où un opérateur peut à tout moment définir des nouvelles ressources de calcul qui vont être utilisées par des utilisateurs de manière élastique. Je n'ai pas beaucoup d'usage, je ne vais pas utiliser beaucoup de ressources, je ne vais pas déployer beaucoup de ressources. J'ai beaucoup d'usage, automatiquement, via ces interfaces, via la configuration que les opérateurs ont fait, les ressources vont être ajoutées. Et puis, quand j'aurai moins d'usage, les ressources vont être diminuées de manière automatique. Tout ça se fait donc via une console d'administration ou via des API. Un autre exemple de self-service, c'est en tant qu'utilisateur, que ce soit un analyste ou un data scientist, je vais moi-même pouvoir interroger les données et utiliser un catalogue de fonctions analytiques qui me permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'élaboration de mes processus. À travers soit du codage, le SQL, le R, le Python, ou à travers des interfaces comme celle qui vous est montrée, qui me permet très rapidement, en quelques clics, mode drag and drop, de faire des analyses complexes sur mes données. Donc là, vous avez un exemple où j'analyse des données qui sont sur un S3 sur Amazon, d'événements sur mon site d'une compagnie bancaire, et j'essaie de comprendre quel est le comportement de mes clients qui les amène à quitter mes services. Et bien, en quelques clics, j'analyse mes données très volumineuses et je vois quel est le parcours de mes clients vers la clôture de compte, en analysant de manière très efficace les événements de l'ensemble de mes clients sur mon site web. Pour résumer nos différenciateurs, j'ai insisté tout à l'heure dessus, hybride multi-cloud. C'est une promesse et nous le réalisons. Avec on-premise, cloud privé, Amazon, Google et Azure. Même logiciel, même expérience utilisateur et un logiciel qui permet facilement de faire fonctionner tout ça ensemble. 40 ans d'existence dans le monde de la donnée et de l'analytique, beaucoup de fonctionnalités, un spectre de couverture très importante. Philippe l'a mentionné là aussi. On est né dans le monde du décisionnel, de la business intelligence, mais on allait bien au-delà, avec notamment ce qu'on a appelé dans les années, début des années 2000, l'active data warehousing, être capable d'utiliser ces données pour autre chose que du BI, pour de l'opérationnel. J'ai une base client, je veux l'adresse de mon client en quelques millisecondes. On peut utiliser la même donnée qui me sert à mon reporting décisionnel pour alimenter mon site web, pour alimenter mes call centers, etc. Et puis, des capacités analytiques très avancées, on le verra avec Denis tout à l'heure. Sur une même donnée, plein d'usages. Open and connected, on peut s'interconnecter à n'importe quel type de données, à n'importe quel type de moteur avec notre query fabric, et connecter et intégrer surtout
avec des solutions partenaires, des intégrateurs et les services des cloud providers. Et enfin, point dernier, c'est peut-être un des plus importants, c'est la manière dont on met à l'échelle qui est reliée évidemment au TCO. On met à l'échelle que lorsque c'est nécessaire et on utilise au mieux les ressources qui sont à notre disposition. Ça, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est reconnu par nos clients, c'est reconnu par les analystes et notamment le Gartner qui nous positionne numéro 1 dans la gestion des données, dans les patterns d'architecture Data Warehouse, Logical Data Warehouse et tout proche du numéro 1 pour le pattern Data Lake. Au sein d'une même plateforme, vous couvrez plein de cas d'usage avec un investissement optimal. Une petite vidéo maintenant d'un de nos clients, qui s'appelle Swedbank, qui va résumer en 3 minutes ce que l'on peut apporter à un service financier. We are a socially responsible bank as well as we are a socially important bank. We want to enable many customers, both private and corporate, to sort of achieve their goals in life. Being a financial institution, we primarily want to be compliant. But what we also want to do is to make sure that our customers feel safe with our interaction with the regulators. It is very important that everything we do before we do the regulatory reporting is also according to the compliance. It starts and falls with data. If we talk about omni-channel management, all that data from all those channels end up being integrated with our data warehouses. Or our data lake can be utilized for operational or analytical purpose to our business stakeholders. From the regulatory perspective, we actually do all the regulatory reporting based on the data. That process is directly connected to any AML processes and models that we're running. We use the data that we have within our ecosystem. We create features. Those features are later on used by these models, and these models can be anything from fraud to suspicious behavior to whatever. And for that, as platform, we are making sure that the data flows in, that the data is integrated, that the data is available and accessible. And together with the business, they develop models, they train models, they do the exploratory processes, and then they use those scoring parts for actual monitoring. The need for data has exploded. Every new use case, investment opportunity we have is related to large volumes of data, to the point that we feel we need to have everything up in cloud. It's on-prem, it's not flexible. We need a sustainable platform. We need flexibility. We also have flexibility of introducing new tools and capabilities. Getting Vantage in cloud, getting the data closer to these features is going to enable the rest of these organizations to easily onboard and utilize the advanced analytics features that we have. The level of automation is something that we want to have in place for the bank. So for that, we need to get out of the data centers and go up to the cloud where we can achieve this level of flexibility. To be able to apply modern concepts of data management, you need to have one source for the truth that is traceable, that is compliant, and that is secure. Donc maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail dans la partie analytique et de comment on délivre ce qui a été décrit un peu ici sur les fonctionnalités analytiques. Denis. Merci Pierre. Donc oui, comme vous l'avez compris, après les explications, les introductions de Philippe et de Pierre, Teradata vient du monde de la donnée et pour avoir du succès dans le déploiement de solutions d'intelligence artificielle, la clé c'est d'avoir une bonne gestion de données et avoir une bonne capacité
à la traiter, à la préparer pour pouvoir déployer ces solutions. Et c'est pour ça qu'on a fait évoluer la solution Vantage vers l'intelligence artificielle en prenant en compte tous les besoins que nos clients nous ont fait parvenir et avec tout ce qu'on a appris avec les projets d'intelligence artificielle chez nos nombreux clients. Et du coup, cette évolution s'est accélérée ces dernières années pour intégrer de plus en plus de capacités, de fonctionnalités qui vont simplifier et rendre plus efficace le déploiement de ce type de solution, tout en restant simple d'usage parce que l'intelligence artificielle, c'est déjà complexe en soi. Autant ne pas rajouter une couche technologique complexe pour la déployer. Et bien sûr, exploiter aussi toutes les capacités offertes aujourd'hui par le cloud en termes d'infrastructure et de technologie. On a entendu parler des modèles de langage ce matin. Ça va très très vite. Et donc la connectivité à d'autres technologies est aussi clé pour pouvoir garder le rythme de l'innovation. Donc le portefeuille d'intelligence artificielle et de machine learning de Teradata, donc ça s'appelle ClearScape Analytics. Ça va regrouper en fait trois piliers. Un premier pilier, ça va être un portefeuille de solutions, de fonctionnalités, d'algorithmes, de traitement complexe de la donnée optimisés pour tourner sur un cluster de calcul Teradata, donc avec une architecture share nothing et massivement parallèle. De manière à aussi garantir le bon usage des ressources pour pouvoir en mettre beaucoup en parallèle sans exploser les coûts, donc avec un souci de parcimonie en termes d'usage CPU, d'usage d'IO et d'usage de mémoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et on ne peut pas tout intégrer, toutes les fonctionnalités. Et c'est vraiment important d'intégrer aussi toutes les fonctionnalités offertes par le monde open source. On parle de Python en particulier, de toutes les librairies ici afférentes, et également d'exploiter les technologies tierces qui vont permettre le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. On peut citer par exemple DataIQ comme plateforme de data science et aussi les plateformes de data science offertes par les différents cloud providers, que ce soit Vertex, SageMaker ou Azure ML. Et enfin, on va pouvoir déployer des modèles ou connecter des modèles créés par d'autres technologies, que ce soit par l'utilisation de formats standards, d'interfaces d'échange ou d'API, et donc intégrer les derniers modèles comme ChatGPT, comme GPT-4 directement dans des requêtes SQL Teradata pour leur donner plus de contexte et les connecter à la préparation de la donnée. Ce qui ne me reste pas beaucoup de temps avant le déjeuner. Donc toutes ces fonctionnalités-là sont déjà utilisées en fait depuis plusieurs années par de nombreux clients, ce qui permet dans différentes industries. Donc je vous ai mis quelques morceaux choisis pour vous illustrer le changement et le gain que ces clients, que cette offre apporte à ces clients, et notamment un des gains les plus importants, c'est la préparation de données. Donc sur cet exemple-là, on a un facteur d'amélioration de 200%. Parce qu'on minimise les données, parce qu'on est capable d'intégrer des systèmes, des transformations de données complexes. Et en fait, ces facteurs d'amélioration de 200%, c'est pas une anomalie en fait. La plupart du temps, c'est des améliorations à 2 chiffres en termes de performance. Notre possibilité, c'est de simplifier le déploiement massif de modèles. Avec une seule requête, on va être capable de faire du forecast de time series massif, c'est-à-dire par exemple dans le retail, on va voir un nombre important de combinaisons de produits et de magasins. Et donc on a autant de séries temporelles pour lesquelles on va faire des forecasts. Avec une seule requête, on va pouvoir faire toutes les forecasts d'un seul coup. Et donc on voit tout de suite les facilités en termes d'orchestration de ce type de traitement. On va également être capable d'intégrer des modèles du code open source Python en utilisant, je ne sais pas, des packages comme scikit-learn ou TensorFlow et directement les exécuter au plus près de la donnée pour éviter ces transferts de données et simplifier l'orchestration, simplifier la gouvernance, ce qui nous permet d'atteindre à moindre coût des performances en termes de déploiement de l'ordre de plusieurs millions de modèles de machine learning entraînés par jour. Parce que vraiment la clé, c'est le in-database.
je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, il y avait vraiment une séparation entre les bases de données et le compute, et qui pose aujourd'hui des problèmes parce qu'on a des gros volumes à traiter, parce qu'il y a aussi des problèmes de sécurité. Dans les systèmes Teradata, il y a aussi énormément de données sensibles. Et donc, les déplacer pour les envoyer dans d'autres systèmes d'analyse pose toujours des problèmes de sécurité. Donc, le fait d'être capable, en plus de pouvoir faire des transferts de données, de pouvoir aussi transférer des process, ça simplifie énormément l'équation, et c'est là qu'on peut atteindre des gains à plusieurs chiffres. Encore faut-il que la plateforme soit capable de traiter et d'appliquer tout type de traitement. Et donc vers quoi tend notre offre, avec des fonctions intégrées qui vont permettre de faire beaucoup de choses, jusqu'à du signal processing pour de l'engineering, du time series, de l'analyse géospatiale, du machine learning, du feature engineering. Je ne vais pas faire toute la liste. Et également l'analyse de séries temporelles qui est un petit peu particulière par rapport au traitement de données structurées dont on a parfois l'habitude. Petite cerise sur le gâteau, on va également être capable de faire de la visualisation maintenant, une database. Alors pourquoi faire ? Parce qu'en fait, quand on a des très gros volumes de données, c'est toujours très difficile d'avoir une vision détaillée de l'intégralité des données. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est un game changer pour pouvoir accélérer les développements de stratégies IA, d'avoir ce type de technologie. J'ai beaucoup d'histoires à raconter sur ce sujet. Alors, on a beaucoup parlé de SQL, parce qu'on vient du monde de base de données, et le SQL, c'est très très bien pour son côté déclaratif. Ça permet de démocratiser le calcul parallèle pour tout un chacun. Mais quand on parle de data science et d'intelligence artificielle, on va plutôt parler d'autres langages comme Python ou d'autres outils comme DataIQ. Et en fait, on a une excellente intégration avec ces outils qui permet en fait d'affecter vos équipes qui sont déjà familiers de ces outils-là et de les augmenter avec une capacité de traitement et un accès de la donnée plus simplifié. Donc pour DataIQ, on peut noter la présence d'un plugin. Et pour les codeurs qui veulent coder directement en Python, il y a une intégration avec Python à travers des packages, à travers des extensions sur Jupyter ou sur VS Code qui permet de décupler la productivité de vos équipes. Je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir intégrer également des modèles construits avec des solutions tierces. Et souvent, vous avez déjà un historique de modèles qui existent, qui ont été construits avec différentes technologies. On va être capable de les intégrer directement dans Teradata au plus près de la donnée pour pouvoir les orchestrer plus facilement, pour pouvoir sécuriser l'accès aux données qui ont permis de faire, sur lesquelles elles vont être exécutées. Donc ça résout aussi des problèmes de données sensibles et aussi des problèmes de sécurité et in fine des problèmes de performance en évitant le mouvement de données. Dans la version Vantage Cloud Lake, sur le cloud, on va encore plus loin parce qu'on va être capable d'affecter des ressources dédiées à ce type de traitement et des clusters dédiés quand on a vraiment des calculs massifs pour faire de l'apprentissage de modèles massifs ou pour faire du traitement de données non structurées, par exemple. Là, on a fait un exemple. Je vous ai trouvé un exemple dans le domaine médical où on va pouvoir traiter des données massives médicales avec des formats particuliers, donc non standards, pour pouvoir préparer des images, les anonymiser parce que les images peuvent contenir également des données sensibles, ou les préparer pour des algorithmes d'extraction de features comme détection de tumeurs par exemple. Donc vous l'avez compris, dans Teradata, on va pouvoir intégrer finalement dans le SQL tout type de traitement, que ce soit des fonctions intégrées, des fonctions qu'on aura déployées, des modèles open source, mais également des modèles que vous avez déployés dans le cloud ou qui sont déjà disponibles, comme par exemple OpenAI, par exemple. Alors, ce type d'approche dans le cloud peut être compliqué parce qu'on a d'un côté un Teradata qui est peut-être connecté à d'autres sources de données, qui va faire une préparation de données, de l'autre côté des instances GPU de vos cloud providers, qui vont faire de l'apprentissage, et ensuite vous avez peut-être une autre stratégie de déploiement de ces modèles. En fait, on simplifie les choses avec des packages adaptés qui permettent, sur une seule feuille de calcul, alors on ne va pas d'expliciter le code, mais de dire que finalement, avec quelques lignes de code, on va pouvoir
connecter toute la préparation de données, toute la couche d'accès à la donnée, toute la couche d'apprentissage et toute la couche de déploiement. Donc ça va être très intéressant pour pouvoir déployer très rapidement des modèles d'intelligence artificielle. Alors on ne peut pas faire une présentation sur l'IA sans parler d'IA générative. On en a parlé un petit peu ce matin avec la présentation de Meta. On l'intègre également dans nos produits, où on va pouvoir voir, si ça démarre, une nouvelle interface. Alors Pierre vous a montré la console. La console est augmentée avec un composant qui s'appelle AskAI, dans lequel vous allez avoir un assistant chatbot qui va vous assister sur la découverte de la documentation ou sur le code Teradata pour pouvoir faire vos analyses d'intelligence artificielle. Il va falloir juste terminer. Et pour conclure, en plus d'adapter nos produits avec l'intelligence, avec de l'IA générative, on a également toutes les fonctionnalités de base qui va vous permettre de déployer vos projets de type large language model, que ce soit en exploitant des modèles, que ce soit en faisant du fine-tuning, du prompt engineering, utiliser du RAG, on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire utiliser la base de données pour alimenter ces modèles-là avec de la connaissance plus structurée, etc., etc. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. C'était super clair. Ah, si, une. Merci pour votre présentation. Juste, vous avez présenté à un moment donné ce chiffre, 200%, je crois, d'amélioration sur la partie préparation de données. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler un petit peu comment vous arrivez à cette performance? Oui, alors en fait les 200% c'est 37 heures versus 12 minutes. Et en fait sur ce cas d'usage-là, les données étaient sur la plateforme Teradata et les traitements de la donnée étaient sur une plateforme tierce. Alors, je ne me souviens plus de la technologie, mais le plus gros du temps était les temps de transfert. Donc, temps de transfert pour pouvoir exporter massivement toutes les tables, pour pouvoir faire le traitement à l'extérieur et ensuite renvoyer les résultats pour les réintégrer dans la base pour être consommés par d'autres applications. Il se trouve que le fait de faire de la préparation directement dans la base va vous amener directement à la case d'intégration. Donc l'intégration est quasi automatique et le partage aussi. Et en complément du temps qui était sur ce slide, il y a aussi l'investissement, là aussi. Au lieu d'avoir deux systèmes avec beaucoup de ressources pour pouvoir répondre à la demande, là, ils n'ont plus qu'un système, la base de données avec beaucoup de ressources. L'autre système analytique, lui, a moins besoin de ressources parce que c'est la base qui va travailler et plus lui. Donc en termes de TCO, il y a une réduction drastique également. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Merci pour votre présentation. Dans le cadre des implémentations que vous faites pour vos clients, quels sont les 2-3 principaux écueils que vous trouvez de manière récurrente et sur lesquels vous êtes vigilant? Le premier écueil, c'est la gouvernance, l'organisation. Qui fait quoi, comment. C'est le principal écueil que l'on rencontre. Et ensuite, c'est la capacité à aborder les sujets dans le bon sens, c'est-à-dire de ne pas partir d'un besoin technologique. Je veux introduire une technologie que je trouve sympa dans mon entreprise, qu'est-ce que je vais en faire? Non, c'est de partir du besoin des métiers et ensuite, petit à petit, arriver aux besoins techniques. Donc les deux écueils principaux qu'on rencontre, c'est des problèmes d'organisation. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est organisé pour répondre à ces nouveaux challenges? Et deuxième, c'est de ne pas prendre le processus par le bon bout. Et pour compléter, peut-être le premier écueil qui est non technologique, c'est considérer l'IA comme un but, faire de l'IA pour faire de l'IA.
mais plutôt partir vraiment du cas d'usage métier, et peut-être que l'IA pourra y répondre. Plutôt le considérer comme un moyen, c'est le premier écueil. Mais sinon, le premier que je vois, moi, quand je rencontre des data scientists dans d'autres entreprises, c'est l'accès à la donnée. C'est l'accès à la donnée fraîche et dans son intégralité. Le fait de pouvoir faire de l'in-database, on l'a pas dit, mais c'est aussi d'avoir accès directement à l'intégralité du volume, donc des centaines de milliards de lignes de table s'il le faut. Si on travaille en dehors de la base, ça veut dire qu'il faut exporter ces données-là pour l'amener dans un autre système. Est-ce qu'on exporte tout? Quand? Parce que ces données-là sont vivantes, elles vont être mises à jour de manière perpétuelle. Et donc, si on les exporte à un moment donné, il faut gérer aussi un projet de coût de synchronisation ou de duplication qui va apporter de la lourdeur et faire perdre en agilité si on arrive à franchir les barrières de la sécurité. Aussi. On a le temps d'une dernière question si vous voulez. Sinon, on peut s'arrêter là. Et nous sommes disponibles toute la journée à cet étage. On a une salle où on peut vous accueillir et discuter plus longuement. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci à vous.